Bonjour à tous et à toutes. Au nom de toute l'équipe Droit social d'Altus, je vous souhaite la bienvenue à notre dernier webinaire de l'année 2024. Maintenant, cette année a été relativement calme au niveau de nouvelles législations et de jurisprudence marquantes, et nous ne savons pas exactement ce un éventuel nouveau gouvernement nous réservera l'année prochaine. Et nous avons donc pensé que ce serait une bonne idée de ne pas terminer l'année 2024 par notre traditionnel aperçu en matière de législation et de jurisprudence marquante de l'année écoulée, mais plutôt d'aborder un thème peut-être un peu plus juridique, à savoir la convention transactionnelle. Une convention que nous vous recommandons très souvent de signer pour toute une série de raisons que nous allons vous expliciter. Nous vous proposons donc d'analyser jusqu'à 2 heures plus en avant cette fameuse convention transactionnelle, aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue pratique. Je vais tout de suite céder la parole à Pauline Van Parijs et Thomas Gelhardt de notre équipe droit social qui vont vous expliquer tout ça plus en détail. Comme toujours, vous allez recevoir les slides de ce webinaire après le webinaire. Pour les grands fans, vous pourriez également notre chaîne YouTube. Pendant le webinaire, comme d'habitude, vous allez pouvoir poser des questions dans le chat. Et enfin, je profite de l'occasion de vous souhaiter d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et pour tout de suite un webinaire très instructif. Et je cède la parole à Pauline maintenant. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Bonjour à tous et donc bienvenue à ce séminaire consacré à la convention de transaction. Alors pourquoi avons-nous choisi ce sujet? Alors comme l'a dit Philippe, parce que c'est un outil issu du droit civil que beaucoup de praticiens du droit social pensent connaître à force de l'utiliser de manière quotidienne. Or, il est parfois bien plus technique qu'il n'y paraît. Alors, là où les parties pensent parfois avoir trouvé une solution définitive à leurs problèmes en signant un document intitulé Convention de transaction, on verra au cours de cet exposé qu'une convention de transaction mal intitulée, mal définie, mal négociée ou mal rédigée peut être source de nombreux problèmes et donner finalement lieu au litige qu'elle visait à éviter. Alors, sans vouloir donner des cauchemars à l'audience, nous ferons le point au cours de ce séminaire sur les éléments constitutifs de la transaction, la validité des renonciations qui en font partie intégrante, surtout lorsque le contrat de travail est encore en cours, et les clauses qui doivent y figurer. On finira par discuter de quelques aspects pratiques et des effets des transactions vis-à-vis des tiers. Alors, comme l'a dit Philippe, si vous avez des questions durant ce webinaire, vous pouvez les poser via le chatbot et nous tenterons d'y répondre par écrit tout au long de l'exposé. Nous prévoirons d'ailleurs le cas échéant quelques minutes à la fin pour répondre aux toutes dernières questions. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une convention de transaction? Alors, la définition nous est fournie par l'article 2044 ancien du Code civil qui reprend 3 éléments très importants. On a tout d'abord un contrat de préférence écrit au sens civil du terme. C'est une première condition qui paraît simple, mais on va voir au fil de l'exposé que cela va avoir un certain nombre d'implications. C'est un contrat donc qui termine ou prévient une contestation née ou à naître, c'est l'objet même de la convention, au moyen de concessions réciproques qui, on va le voir, vont constituer notre prix de vente. Mais commençons d'abord par définir la notion de différend qui est l'objet même de la convention, tout comme une maison peut être un contrat de vente d'un immeuble. Alors, dans le cadre des relations de travail, on peut envisager plusieurs hypothèses de différend ou de litige. Un travailleur qui estime avoir droit à des chèques repas au cours de l'exécution du contrat, un travailleur licencié qui conteste la motivation de son licenciement, ou encore un désaccord sur la qualité de représentant de commerce pour le paiement de commissions ou pour le paiement d'une indemnité d'éviction à l'issue du contrat. Mais sans litige actuel ou potentiel, la convention de transaction est sans objet et il n'y a pas de contrat de transaction valablement formé. Ce pourquoi vous trouverez donc presque systématiquement dans le préambule d'un contrat de transaction une référence à des discussions nées entre parties sur un sujet. Donc, comme on l'a dit, ça peut être la motivation du licenciement ou la qualité de représentant, ou encore à un litige actuel, ou encore à des négociations sur quelque chose. Donc ce n'est pas pour faire joli ou pour ajouter du texte, c'est vraiment une des conditions de formation du contrat de transaction.
Ça va donc également distinguer la transaction du simple accord entre le travailleur et l'employeur sans qu'il n'y ait eu de dispute ou de contestation préalable, comme par exemple lorsque les parties concluent une convention de rupture de commun accord sur lequel elles s'accordent sur une date de fin du contrat en l'absence de tout litige intervenu entre elles. On vient maintenant à la seconde condition, qui est la notion de concession, qui est en fait notre prix de vente, ce en échange de quoi on va renoncer à nos droits et réclamations relatifs à notre litige. Donc, la concession peut consister en des renonciations à des droits, des prétentions ou des réclamations, ou encore peut consister en une contrepartie financière. Pour l'explication qui va suivre, on va prendre un exemple. Une contestation entre un travailleur et un employeur sur une qualité de représentant de commerce qui naît suite à la rupture du contrat de travail, puisqu'on va avoir un travailleur qui va réclamer une indemnité d'éviction. Les parties se disputent d'abord, elles négocient et transigent ensuite de la manière suivante. Donc, l'employeur va donner 5 000 € de plus que l'indemnité de rupture légale au travailleur, donc c'est la concession de l'employeur, en échange de quoi le travailleur va renoncer à sa réclamation relative à sa qualité de représentant de commerce à la fin du contrat, qui va donc constituer la concession du travailleur. Alors, pour que le contrat de transaction soit valablement formé, ces concessions doivent exister et être de préférence évidemment reprises dans la convention. C'est le but. Mais il n'est pas exigé que ce soit express. Si je reprends mon exemple, je ne suis pas obligée de mettre dans ma transaction que le litige concerne une qualité de représentant de commerce. Je peux m'en référer à un litige qui concerne la fin du contrat de travail. Il en va de même pour les renonciations. Je ne suis pas obligée de lister toutes mes renonciations, commission sur les ventes, indemnité d'éviction. Je peux me contenter d'une formulation assez générale, donc toute réclamation en lien avec la fin du contrat de travail. Les concessions ne doivent pas non plus être équivalentes. Donc, je pourrais stipuler dans ma convention que je donne 1 000 € en échange de cette renonciation à cette qualité de représentant de commerce qui, s'il était bien établi, me donnerait droit à une indemnité d'éviction de 10 000 €. Toutefois, il faut faire extrêmement attention aux concessions qui seraient trop minimes dans le chef du travailleur, et même de l'employeur d'ailleurs, au risque que la convention ne soit pas valide à défaut de prix suffisant. Alors, qu'est-ce qu'une concession suffisante? Alors, ça va évidemment dépendre de la situation. Il faut toujours évaluer cette condition de concession à la lumière de ce qui est réglé. Par exemple, si on prend un licenciement simple avec une indemnité de rupture légale, on considère généralement que le maintien il a déjà été, et avec une renonciation unilatérale du travailleur, on considère que le maintien du véhicule de société est généralement pendant plusieurs mois est généralement une concession suffisante de l'employeur contre la renonciation du travailleur à tout recours en lien avec le contrat de travail. En revanche, l'utilisation du véhicule pendant 2-3 jours, moyennant renonciation unilatérale à toute réclamation, a en revanche été jugée non suffisant. Alors, quelles sont les conséquences d'une transaction qui ne reprendrait pas de concession réciproque? Par exemple, une convention de transaction qui ne ferait que confirmer les droits légaux du travailleur et tout en prévoyant une clause de renonciation unilatérale de ce dernier. Donc, il ne serait même pas une clause de renonciation réciproque employeur-travailleur. Alors, la jurisprudence est divisée. Si toutes les cours s'accordent à dire que dans ces cas-là, il n'y a pas de convention de transaction, donc là, la qualification du contrat, en fait, le contrat est en fait requalifié, les cours ne sont pas toujours d'accord sur le sort à réserver à la clause de renonciation unilatérale qui y figurerait. Dans une première décision, par exemple, qui traitait d'une convention où la seule concession qui avait été faite était justement le maintien du véhicule de société pendant quelques jours, la Cour du travail d'Anvers avait par exemple considéré que la convention de transaction était nulle et que partant, la renonciation au droit, il n'y avait pas renonciation. En revanche, quelques années plus tard, dans une décision qui avait été prise par la Cour du travail de Bruxelles, dans un dossier portant sur des arriérés sur salaire, la convention prévoyait également le minimum légal et une renonciation unilatérale du travailleur. Mais la Cour a cette fois-ci dit que la convention n'était effectivement pas valide, mais il y avait néanmoins un accord, donc ce n'est pas une convention de transaction, mais il y avait néanmoins un accord valide sur une renonciation au droit. Donc la renonciation restait valable, de sorte que le travailleur avait été débouté de ses prétentions. Pour en conclure sur ce qui précède, la transaction n'est donc pas un outil à utiliser à tort et à travers. C'est un contrat qui est soumis à des exigences de fond à respecter
et qui n'est pas toujours la bonne idée dans toutes les situations. Il est parfois simplement plus simple de laisser le risque de litige potentiel dans la nature et de laisser la prescription faire son œuvre. Il faut en réalité se poser les bonnes questions. Est-ce qu'une renonciation a des droits être vraiment importante pour moi en tant qu'employeur dans ce dossier spécifique? Alors, ça va bien sûr dépendre des enjeux financiers ou réputationnels de chaque dossier. C'est en tout cas recommandé, bien entendu, pour les dossiers sensibles, avec un enjeu financier ou réputationnel important, comme le licenciement d'un travailleur bénéficiant d'une protection ou des réclamations qui pourraient concerner plus d'un seul travailleur. Alors, la seconde question est à quel prix vais-je racheter mon risque et comment donc vais-je déterminer la concession que moi je fais en tant qu'employeur. Il est entendu qu'elle doit être équitable pour réellement encourager le travailleur et le décourager d'intenter une action. Donc, on aura évidemment égard au montant que le travailleur pourrait éventuellement réclamer, mais également au taux de réussite probable de son action s'il introduisait un recours judiciaire. Alors, est-ce que ce taux de réussite est plutôt certain, probable, plutôt improbable ou carrément improbable? Après, il peut y avoir toujours un contexte un peu plus large à prendre en compte. On connaît par exemple des sociétés qui ne veulent prendre aucun risque et sont prêtes parfois à toujours octroyer X semaines en plus du légal en cas de licenciement, même avec un dossier solide, pour justement éviter tout risque de procédure. A contrario, en général, il ne vaut clairement pas la peine de négocier une convention de transaction pour un contrat qui n'est même pas en cours depuis plus de 3 mois. C'est donc toujours une balance des intérêts à prendre en compte, tant pour le travailleur que pour l'employeur, en fonction de ce qu'il y a finalement à perdre et à gagner dans une procédure judiciaire. Alors, effectivement, le travailleur a parfois beaucoup à perdre dans une procédure judiciaire, puisqu'on a non seulement l'incertitude sur le résultat, la lenteur du système, mais également les frais d'avocat qui sont à prévoir et qui peuvent être assez conséquents pour un particulier, surtout si le litige traîne et va en appel. On parle parfois de plusieurs années. Là où, au contraire, la transaction offre un règlement rapide du différend, sans frais de procédure, et avec à la clé un accord équitable et certain, puisque, contrairement à un jugement, la convention de transaction n'est pas susceptible d'appel. Pour finir, on fera encore attention à ne pas confondre un accord sur une rupture décidée de commun accord par le travailleur et l'employeur avec une convention de transaction conclue suite à un licenciement. Dans le premier cas, je n'ai pas de litige, mais j'ai un accord sur la rupture du contrat. Dans le second cas, on part en réalité d'un désaccord sur la rupture. Il y a un litige potentiel suite au licenciement sur lequel on va transiger, mais ça n'aura pas pour effet de modifier le mode de rupture notifié. Cela va rester un licenciement. Alors, on va maintenant s'attaquer à l'objet même de la convention de transaction qui sont les renonciations et comment on va articuler celles-ci dans le contexte particulier des relations de travail et des normes impératives et d'ordre public qui s'y appliquent. Pour en finir avec une première idée reçue, l'existence de la relation d'autorité entre l'employeur et le travailleur n'empêche pas la conclusion d'une convention de transaction portant clause de renonciation tant que le contrat de travail est toujours en cours. Il ne faut pas nécessairement attendre la fin du contrat de travail. Néanmoins, avant de transiger avec un travailleur sous contrat de travail, il y a lieu de se poser quelques bonnes questions. Première question, est-ce que la norme auquel je veux que mon travailleur renonce est-elle prévue par une norme, une disposition impérative ou d'ordre public? Est-ce que le travailleur dispose-t-il déjà du droit auquel il est prêt à renoncer? Est-ce qu'il y a éventuellement une protection qui a été prévue en faveur du travailleur qui a déjà pu sortir ses effets? Et quatrième question, est-ce que le consentement du travailleur n'est pas possiblement vicié par un des vices de consentement prévus par le Code civil? Alors, la première question à se poser, c'est effectivement, est-ce qu'on a affaire, dans le cas présent, à une disposition de droit impératif ou d'ordre public? Alors, on n'abordera pas ici la question des dispositions supplétives auxquelles on peut toujours être renoncé et qui sont assez rares finalement en pratique puisque la majorité des dispositions du droit du travail sont soit
impérative, c'est-à-dire qu'elle s'impose d'office à l'employeur, mais le travailleur peut possiblement y renoncer s'il le souhaite. Soit ce sont des normes qu'on appelle d'ordre public, c'est-à-dire que non seulement elles s'imposent à l'employeur, mais le travailleur, même s'il ne le souhaitait, ne pourrait pas y renoncer car on considère que ce sont des dispositions qui touchent à la société dans son ensemble et à l'ordre social dans son ensemble. Alors, comment savoir si une disposition est impérative ou d'ordre public? À vrai dire, ce n'est jamais précisé dans la disposition concernée. Il faudra toujours avoir égard à la jurisprudence. On sait par exemple que la loi sur la protection des représentants du personnel et la loi sur les réglementant les vacances annuelles sont par exemple d'ordre public. Sont en revanche seulement impératives les dispositions relatives par exemple au sursalaire ou à d'autres avantages rémunérateurs ou encore à la prime de fin d'année. Est également, par exemple, impératif le respect d'un horaire de travail de minimum un tiers d'un temps plein pour les travailleurs à temps partiel, par exemple. On retiendra également que ce n'est pas parce qu'une disposition est assortie d'une sanction pénale, comme c'est souvent le cas pour tout ce qui concerne le paiement de la rémunération et la durée du travail, que c'est forcément une disposition d'ordre public. Donc on peut avoir une disposition sanctionnée pénalement, mais qui n'est pas d'ordre public, et ça va être souvent le cas. Alors, partons du principe que nous avons affaire à une disposition impérative auquel le travailleur peut renoncer. Encore, il faut vérifier dans un second temps si le droit est déjà acquis au travailleur ou non. Donc, un employé ne peut pas renoncer par avance à un droit qui, même s'il est relativement certain, n'est pas encore né ni exigible. Donc, par acquis, on vise vraiment un droit dont on peut déjà disposer et qu'on peut réclamer auprès de l'employeur. Ne sont par exemple pas acquis la prime de fin d'année qui n'est pas encore exigible ou encore l'indexation sectorielle future. Donc par exemple, je suis maintenant en 2024, je peux renoncer à ma prime de fin d'année pour 2023 puisque j'en dispose déjà et je peux déjà l'exiger. En revanche, je ne peux pas encore renoncer à ma prime de fin d'année pour 2024 dans la mesure où elle m'est normalement payée à la fin de ce mois-ci. Il en va de même pour l'indexation. Donc, l'indexation aura lieu normalement pour beaucoup de secteurs au 1er janvier 2025. Je ne peux pas renoncer maintenant à l'indexation qui aura lieu en janvier. À partir de janvier 2025, en revanche, je pourrais renoncer à cette indexation. Là. Admettons que nous ayons fait ces deux premiers tests. Il faut encore se poser la question, et ce contrôle est nouveau négligé, s'il n'y a pas une protection qui a été établie en faveur du travailleur qui a déjà pu sortir son effet. Alors, à quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on parle de cette protection? On pense par exemple à la présomption de CDI lorsque aucun écrit n'a été établi pour un CDD. Alors, prenons une situation assez concrète. On a des parties qui décident de conclure un CDD, mais le travailleur rentre finalement en service sans qu'un écrit ait été établi. Alors, quelques semaines plus tard, on se rend compte de l'erreur et on décide donc d'une part de rétablir un CDD en bonne et due forme, mais en parallèle, on va demander aux travailleurs de conclure une convention de transaction portant renonciation à cette présomption pour les mois écoulés. Alors, est-ce que cette renonciation est valable? Non, car en réalité, la présomption de CDI a déjà sorti ses effets et continue de s'appliquer. Donc la raison d'être de ces protections existe toujours. De sorte que de facto, on ne va pas pouvoir renoncer à cette présomption tant que le contrat n'a et éventuellement aux conséquences qu'elle pourrait emporter, notamment sur l'indemnité qui pourrait être due à la fin du contrat, si le contrat est toujours en cours. Alors, il en va de même du calcul de l'ancienneté qui continue à se construire indépendamment de toute interruption fictive des parties par une convention de transaction qui, par exemple, serait conclue en cours de contrat et qui dirait je renonce aux 5 dernières années, à 5 ans d'ancienneté pour le futur. Ce n'est pas possible. Là également, il faudra attendre la fin du contrat pour renoncer, par exemple, à tout ou partie des avantages qui sont liés à l'ancienneté qui est en train de se construire au fur et à mesure. On finira par la quatrième question qui est la vérification des éventuels vices de consentement tels qu'ils sont prévus par le Code civil, puisqu'on rappellera que la transaction est avant tout un contrat. Tout d'abord, comme déjà dit au début de l'exposé, le lien de subordination ne vicie pas automatiquement le consentement du travailleur.
et n'empêche pas la conclusion d'une transaction. Le travailleur n'est en effet pas un enfant, et donc, logiquement, il peut engager sa responsabilité, il peut engager sa capacité juridique. Il faudra toutefois être attentif aux circonstances de la conclusion de la transaction pour que le travailleur ne puisse justement pas invoquer un des vices de consentement qui lui permettrait de constater la nullité de la transaction, par exemple, même si la charge de la preuve lui incombe en principe. Alors, parmi les vices de consentement, on retrouve surtout dans les relations de travail l'erreur, le dol et la violence. Bon, on ne parlera pas ici de la lésion ou de l'abus de circonstance suite à la refonte du Code civil, car nous n'avons pas vraiment de cas pratiques actuellement en matière de contrat de travail. On a tout d'abord, parmi les vices de consentement, l'erreur qui consiste en la communication d'informations erronées sur un élément essentiel de la convention. L'erreur doit en outre être excusable de la part du travailleur pour entraîner la nullité. Alors, on peut prendre comme exemple l'hypothèse d'un travailleur qui accepterait de renoncer à une indexation sectorielle sur la base de mauvaises informations qui lui auraient été communiquées, soit par son employeur ou par son syndicat, par exemple. Il aurait reçu l'information selon laquelle l'indexation cette année n'était que de 0,3% alors qu'elle était de 3%. L'erreur du travailleur doit toutefois être excusable pour entraîner la nullité. Donc, ce serait par exemple pas le cas s'il avait reçu au préalable plusieurs communications du syndicat l'informant qu'en fait que l'indexation pour cette année était bien de 3%. Alors, en cas d'erreur qui n'est pas excusable, la renonciation reste valable, comme la convention, mais le travailleur pourrait potentiellement demander des dommages et intérêts, tout comme en cas d'erreur sur un élément accessoire de la convention, comme par exemple une date de paiement. Nous avons ensuite parmi les vices de consentement le dol, qui se distingue de l'erreur dans la mesure où il implique cette fois-ci une fausse déclaration délibérée de l'employeur sur un élément essentiel de la convention. Alors, on pourrait aussi envisager l'hypothèse d'un employeur qui prétendrait en toute connaissance de cause que le sursalaire pour le travail du dimanche est de 50%, alors qu'il sait pertinemment que ce sursalaire est de 100%, et ferait signer sur base de cette fausse déclaration une renonciation à des travailleurs portant sur des arriérés de sursalaire. Alors, pour entraîner la nullité, il faut qu'effectivement que ça porte toujours sur un dol, le dol porte sur un élément essentiel de la transaction et pas donc un élément accessoire. Là encore, quand on parle de dol accessoire, ce sont des dommages et intérêts qui sont dus, mais ça n'entraînera pas la nullité de la convention ni de la renonciation. On retrouve enfin la violence, qui, dans les cas des relations de travail en cours, pourrait se manifester par la menace d'un licenciement ou le refus d'une promotion, étant entendu que pour vraiment pouvoir être qualifiée de violence, la menace ne peut pas être sous-entendue et qu'elle doit effectivement justifier une crainte légitime dans le chef du travailleur pour entraîner la nullité de la convention. On va maintenant s'intéresser à l'hypothèse où le contrat a pris fin, ou en tout cas que l'une des parties a notifié à l'autre son intention de rompre le contrat. Alors, pour en finir avec une seconde idée répandue, le travailleur ne retrouve pas nécessairement toutes ses facultés de renonciation, par exemple aux indemnités de rupture, dès la notification du congé. Il faudra avoir égard notamment au mode de rupture utilisé, au caractère d'ordre public de certaines dispositions, ainsi qu'à certains délais prescrits par la loi. En pratique, on va devoir finalement se poser les mêmes questions que pour les contrats en cours, mais sauf qu'ici, on va essayer de s'intéresser à quelques exemples concrets qu'on rencontre régulièrement dans la pratique. On va d'abord se poser une première question qui est à partir de quand un travailleur se retrouve ses facultés de renonciation lorsque le congé est notifié. Alors, lorsqu'on parle d'un licenciement avec effet immédiat, la faculté de renonciation arrive généralement dans les quelques secondes suivant la notification de la rupture. De sorte qu'on peut même considérer qu'il arrive assez fréquemment qu'on transmette une lettre de licenciement et qu'on conclue une convention de transaction dans la foulée. Lorsque le licenciement se fait moyennant un délai de préavis à prester, c'est plus compliqué et il y a plusieurs positions.
Alors, pour certains, la possibilité de transiger arrive à l'expiration du délai de préavis, puisque pendant que le délai de préavis court, le contrat continue d'être exécuté aux termes et conditions convenus. Pour d'autres, il s'agit de la prise d'effet de la lettre de préavis. Mais la tendance la plus récente est que le travailleur peut néanmoins transiger directement une fois que le congé a été notifié, sauf pour certains points, comme on le verra plus loin. Alors, lorsqu'il s'agit d'une rupture de commun accord, bon, la situation est généralement moins problématique pour ce qui concerne les indemnités de rupture, puisque logiquement, aucune indemnité légale de préavis n'est en principe due et qu'il ne peut par exemple pas y avoir de licenciement manifestement déraisonnable. Donc, on est beaucoup plus flexible sur ce point. Pour le reste, on va se poser la même question que pour les contrats en cours, à commencer par savoir si l'indemnité à laquelle on veut renoncer après la fin du contrat ou la notification du congé est impérative ou d'ordre public. Alors, de manière générale, la plupart des indemnités liées à la fin du contrat de travail sont impératives et non d'ordre public. On vise notamment la durée du préavis, le montant de l'indemnité de préavis, l'indemnité de non-concurrence et les autres indemnités pour licenciement manifestement déraisonnable ou les indemnités de protection. La question est controversée toutefois pour ce qui concerne le pécule de vacances de sortie, dans la mesure où ce paiement découle de la réglementation sur les vacances annuelles qui est elle-même d'ordre public. Alors, de manière générale, on va quand même toujours inclure le pécule de vacances dans les clauses générales de renonciation, mais il faut savoir que ce n'est pas 100% waterproof. Aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'indemnité de protection pour les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou au CPPT n'est pas d'ordre public. Et on peut en principe y renoncer par après, mais on ne peut pas toutefois renoncer à la protection contre le licenciement qui est elle-même d'ordre public. Alors, on va voir tout de suite que cela a parfois donné du fil à retordre à de nombreux praticiens du droit social. Puisqu'en effet, en cas de licenciement irrégulier d'un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au CPPT, voire même d'un candidat, le représentant a en réalité droit à 2 indemnités de protection. Une indemnité de fixe qui est due en cas de licenciement irrégulier et qui est calculée uniquement sur la base de l'ancienneté, mais également une indemnité variable qui correspond à la rémunération restant à courir jusqu'à la fin du mandat et qui n'est due que si le travailleur a fait une demande de réintégration dans les 30 jours suivant la fin de son contrat et que l'employeur a refusé cette demande de réintégration. Cela pose un énorme problème pratique si les parties souhaitent transiger juste après la fin du contrat de travail, puisqu'il n'est pas possible de renoncer à la partie variable de cette indemnité de protection tant que le délai de 30 jours pour demander la réintégration ne s'est pas écoulé, puisque le travailleur ne peut renoncer à sa protection, à la protection liée à son statut, même s'il le souhaitait. Les parties doivent donc d'office attendre 30 jours avant de transiger, ce qui n'est pas chose aisée, puisque chaque partie voudra bien sûr conserver ou activer ce levier que de réintégration qui comporte parfois 4 années de rémunération à la clé, tant qu'elle n'a pas d'accord formel sur un deal global. En pratique, cela aboutit souvent à ce que l'on doive négocier une rupture de commun accord pour contourner le problème et donc justement pas, on revient sur le début de l'exposé, une convention de transaction. On va maintenant s'intéresser à l'acquisition du droit ou non et de certains droits qui ne s'acquièrent qu'après la fin du contrat de travail. On pense notamment au droit au chômage avec complément d'entreprise et à ce fameux complément d'entreprise qui n'est en réalité dû qu'à l'expiration de la période prévue par le délai de préavis ou l'indemnité compensatoire de préavis qui est accordée aux travailleurs. Par conséquent, si un employeur licencie un travailleur âgé pouvant potentiellement bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, il est licencié, admettons, moyennant une indemnité de 6 mois, il ne pourrait renoncer à ce complément d'entreprise qu'à l'issue du délai de 6 mois, du délai de préavis de 6 mois ou de la période de 6 mois couverte par l'indemnité. Donc, il faudra attendre 6 mois avant qu'il puisse valablement renoncer à ce complément d'entreprise et ne pourra pas le faire immédiatement. Alors, à nouveau, une des solutions pour résoudre ce problème, c'est de négocier un accord sur la rupture et non pas une convention de transaction. Alors, un autre exemple
différence, cette fois-ci, concerne le versement d'une prime unique dans l'assurance groupe en cas de licenciement. Alors, à des fins d'optimisation fiscale et de sécurité sociale, certaines compagnies d'assurance ont parfois inclus dans les règlements de pension la possibilité de payer, en cas de licenciement d'un travailleur, une prime unique dans le plan pension qui correspondait généralement aux contributions patronales pour la durée du délai de préavis. A contrario, en échange de quoi, ces contributions patronales n'étaient pas incluses dans la base de calcul de l'indemnité compensatoire de préavis. Toutefois, problème, puisque le mode de calcul de l'indemnité de rupture est expressément prévu par l'article 39 de la loi sur les contrats de travail, ce qui pose problème puisque ça signifie que le travailleur ne peut en réalité pas y renoncer à l'avance et ne même pas en acceptant par exemple les dispositions du règlement de pension qu'il avait éventuellement reçu au début de son contrat. Alors, que se passe-t-il si le travailleur n'est pas d'accord avec la décision de l'employeur de verser la prime dans le plan au lieu de l'inclure dans l'indemnité? En réalité, il y a un gros risque que l'employeur soit tenu au double paiement puisque, effectivement, l'employé ne pouvait pas renoncer à l'inclusion de des contributions patronales dans l'assurance groupe dans son indemnité. Alors, c'est justement un des cas où on considère justement que, en cas d'application de ce mécanisme, il est extrêmement important justement de signer à la fin du contrat une convention de transaction prévoyant une renonciation du travailleur à contester le mode de calcul de l'indemnité établi. On va maintenant s'intéresser à certaines protections dont peuvent bénéficier les travailleurs lorsqu'un congé est donné, justement. On pense notamment aux causes de suspension légale du préavis, comme les vacances ou la maladie, auxquelles on ne peut effectivement pas renoncer à l'avance. Cela pose toutefois problème dans la mesure où, si on veut par exemple convenir, et ça arrive souvent, dès la notification du congé, d'une période de handover bien définie, sans la moindre interruption, et ou d'une date de fin certaine. Alors, comment régler cela en pratique? En étant un petit peu créatif, on a parfois trouvé quelques solutions créatives. Donc, c'était souvent d'ajouter finalement une carotte dans la convention de transaction. C'était souvent donc, une indemnité de rupture extra-légale qui n'était payée à la date de fin que si le travailleur avait par exemple effectivement presté un certain nombre de jours de travail pendant donc, la période de handover ou en prévoyant la déduction du salaire garanti qui aurait été éventuellement payé au cours du handover de cette prime de départ justement exceptionnelle. On peut également parler de la renonciation à l'indemnité de non-concurrence par le travailleur si l'employeur n'a pas encore renoncé à l'application de cette clause dans le délai de 15 jours qui est prévu par la loi. On considère que tant qu'il n'y a pas eu de renonciation, le travailleur ne peut pas lui-même renoncer à l'indemnité de non-concurrence avant l'expiration de la période de 15 jours dont l'employeur bénéficie pour activer ou renoncer à la clause. En pratique, on va souvent pouvoir remédier à ce problème en renonçant officiellement à la clause plus tôt, soit dans la lettre de licenciement, soit dans la convention elle-même. On clôturera ce chapitre avec les vices de consentement qui peuvent également entraîner la nullité de la convention lorsque le congé a été notifié. Et plutôt que revenir sur les différents vices de consentement, on va plutôt présenter quelques exemples assez fréquents, au final, qui arrivent assez fréquemment en pratique, dont notamment la situation d'un d'un employeur qui est face à des faits graves commis par son travailleur et qui lui propose, après l'avoir confronté à ces faits graves, de signer une convention de rupture de commun accord en lieu et place de le licencier pour motif grave. Alors, la question s'est posée de savoir si la menace de licenciement pour motif grave notifiée dans ce contexte pouvait être assimilée à de la violence. Alors, pour la majorité des décisions des cours et tribunaux, la réponse est non. Le fait de proposer une alternative au licenciement, un licenciement pour motif grave fait partie un petit peu d'un mode de gestion normal de l'employeur et il ne s'agit pas de l'exercice d'une violence. Ce serait en revanche différent si si l'alternative était proposée suite à d'autres actes de violence de l'employeur sur le travailleur. On pourrait prendre l'exemple d'un employeur qui aurait, par exemple, avant de proposer cette alternative, séquestré son travailleur pendant 4-5 heures sans boire ni manger pour l'interroger sur des faits prétendument graves. Ici, on a des faits annexes qui peuvent être caractérisés constitutifs de violence, pouvant entraîner la nullité de la convention. Une autre situation serait celle où l'employeur fournirait sciemment des informations erronées à son travailleur pour un peu
l'inciter à signer une convention de rupture de commun accord, par exemple en lui prétendant que que le fait de marquer son accord sur une telle convention n'entraînerait aucun impact sur le droit aux allocations de chômage. Alors attention, il peut effectivement s'agir d'un dol qui pourrait entraîner la nullité de la convention transactionnelle de rupture de commun accord qui aurait par la suite été négociée. Une toute autre situation est celle du travailleur qui sans communication aucune de son employeur, pensait qu'il conserverait d'office le droit aux allocations de chômage en cas de signature d'une rupture de commun accord. Alors, est-ce qu'il peut invoquer éventuellement une erreur quant à ses droits? La réponse est non. On rappellera d'ailleurs qu'en fait, l'erreur de droit n'est en soi pas une cause de nullité, n'est pas un vice de consentement accepté dans les transactions. D'ailleurs, on va souvent préciser dans le texte même de la transaction que les parties renoncent à invoquer toute erreur quant à leur ou omission quant à leurs droits. Donc, ce n'est pas une cause de nullité acceptée. On vient maintenant à notre dernier scénario qui serait l'employé qui demanderait l'assistance d'un représentant syndical avant de signer la transaction. Donc on a deux parties, l'employeur et le travailleur qui sont en train de négocier leur transaction et avant la signature, l'employé souhaite la faire relire par le délégué syndical, mais celle-ci est refusée. Alors, très mauvaise idée puisque ça peut effectivement constituer une cause de violence possible permettant au travailleur d'invoquer la nullité de la transaction. En effet, on considère de manière générale que dans la mesure où une transaction emporte une renonciation à des droits, il est normal qu'un travailleur souhaite être assisté par un conseil avant la signature. Et on va souvent d'ailleurs prévoir dans les clauses de la transaction que les parties ont justement eu la possibilité de consulter un conseil avant la signature. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas qui va vous présenter les clauses utiles dans une convention de transaction. Merci Pauline. Cela nous amène donc au sujet suivant, à savoir les clauses utiles dans une convention de transaction. Nous allons parler de plusieurs clauses utiles qui se retrouvent dans une convention de transaction et selon l'arborescence illustrée sur le slide. On va d'abord parler du préambule, ensuite des obligations de l'employeur, celles du travailleur, des obligations réciproques. Ensuite, on passera aux clauses de renonciation et enfin aux midnight clauses, qui sont les clauses de dissociabilité, de divisibilité. J'y reviendrai plus tard. Commençons directement avec le préambule. Et le préambule, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le préambule, il comprend un certain nombre de points qui vont décrire la relation générale entre les parties et la raison de la conclusion de cette convention de transaction. On va donc y stipuler qu'il y a eu un désaccord, un différend, par exemple sur la date de la fin de la relation de travail ou encore sur le montant de l'indemnité de licenciement. Le préambule, il explique ensuite que les parties souhaitent conclure un accord pour résoudre le différend, pour résoudre la question et le différend en question. Et c'est en gros une sorte de résumé narratif qui explique les faits à l'origine du différend, les objectifs recherchés et l'intention des parties d'y mettre fin via un accord amiable. Bien qu'il n'ait pas de valeur juridique contraignante, le préambule est super important. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va servir à pouvoir interpréter les clauses en cas de désaccord ultérieur. Il va pouvoir mettre en éclair l'esprit dans lequel l'accord a été conclu et rédigé par les parties. Remarque importante d'ores et déjà concernant ce préambule, c'est que il faut mentionner qu'il s'agit d'une convention de transaction au regard et conformément à l'article 2044 de l'ancien Code civil, comme Pauline vous en a parlé il y a quelques minutes, dans la seule et unique possibilité, enfin dans le cas où il y a des concessions réciproques. S'il y a un doute, une incertitude quant à la question des concessions réciproques, il est peut-être préférable de ne pas mentionner la qualification de convention de transaction. Pourquoi? Afin d'éviter tout risque d'annulation ultérieure de l'ensemble de la convention. Alors maintenant, on va parler des obligations de l'employeur qui consistent pour la plupart du temps, on ne va pas se mentir, en des paiements pour le travailleur. Donc premier point important, afin d'éviter des discussions sur la base de calcul et sur l'indemnité de préavis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, au lieu d'indiquer que le travailleur a droit à une indemnité de compensatoire de préavis de 6 mois et 33 semaines, on va indiquer que
outre le fait qu'il ait droit à une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois et 33 semaines, eh bien, on va indiquer que cette indemnité, elle vaut autant d'euros. Ici, dans le cas présent, 85 344,12 euros bruts, dans le but d'éviter toute discussion ultérieure et que le travailleur réclame un montant différent. Un deuxième point important, c'est qu'il faut convenir d'un délai de paiement réalisable dans la pratique. Donc, on ne va pas indiquer que l'employeur s'engage à effectuer le paiement dans les 5 jours qui suivent la signature de la convention de transaction. Parce que voilà, 5 jours, ça va vite. Et donc, on va prévoir un délai beaucoup plus large pour laisser le temps aux travailleurs, mais qui reste complètement proportionnel. Et donc, on va généralement indiquer 30 jours. Pourquoi 30 jours? Ben voilà. Ça laisse un peu le temps à l'employeur et en même temps, on rentre dans un cycle de payroll, donc de paiement des salaires mensuels, ce qui va faciliter les choses aussi avec votre secrétariat social. Un autre point important, c'est qu'il faut prévoir que le paiement ne sera effectué que si les parties, et vous en tant qu'employeur, ne réceptionnez une version originale signée de la convention de transaction. Sans ça, pas de paiement et pas de discussion. Enfin, un dernier point auquel vous devez faire attention en tant qu'employeur au moment des obligations de paiement et au moment des paiements des indemnités pour le travailleur, c'est les travailleurs en incapacité de longue durée. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez certains secteurs qui prévoient que les travailleurs en incapacité de longue durée n'auront pas droit, par exemple, à une prime de fin d'année au prorata. Et donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh bien, on va ajouter que les paiements ne seront faits que dans la mesure où ils sont dus conformément aux dispositions légales sectorielles applicables, pour éviter que vous ne fassiez ce genre de paiement alors que vous n'auriez pas dû et qu'il n'y ait donc pas de discussion par la suite. Alors maintenant, on passe aux obligations du travailleur. Qu'est-ce que c'est les obligations du travailleur? Eh bien, c'est les clauses qui vont venir protéger le savoir-faire de l'employeur, le know-how. C'est quoi? C'est la clause de confidentialité, la clause de non-concurrence et la clause de non-sollicitation. C'est quoi une clause de confidentialité? Eh bien, c'est une clause qui va venir rappeler l'obligation légale, entre parenthèses l'article 17 de la loi sur les contrats de travail, l'obligation légale du travailleur de garder confidentiels les secrets d'affaires et les secrets d'affaires à caractère personnel. D'un point de vue juridique purement, il n'est pas possible d'étendre les obligations de confidentialité du travailleur qui sont prévues dans le contrat de travail au-delà de ce qui est prévu par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant le contrat de travail, on ne peut pas simplement dire au travailleur, écoute mon grand, tu dois garder tout secret, tout ce que tu as appris pendant le contrat de travail, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as lu, tout ce que tu as vu. Ça, ce n'est pas possible. Cependant, il est possible que l'obligation de confidentialité soit prolongée après le contrat de travail et donc dans la convention de transaction, bien que ce soit discuté en jurisprudence. Toutefois, toujours concernant la clause de confidentialité, il peut, et on le recommande assez souvent, euh, c'est de stipuler au sein de la convention de transaction que, justement, la convention de transaction, eh bien, elle va être confidentielle à l'égard des tiers. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement pour éviter de créer un précédent, éviter que le travailleur avec qui vous avez signé une convention de transaction et auquel vous avez octroyé une indemnité extra-légale de 4 semaines, aille en parler à tous ces petits copains qui travaillent encore pour vous, dire, ah, tu sais pas quoi, je me suis fait licencier, en plus de ça, je suis parti avec 4 semaines en plus, et que, voilà, par la suite, si vous êtes amené à licencier les autres employés, eh ben, qui ne viennent pas chez vous en disant, mais attendez, moi, mon pote, il a reçu 4 semaines en plus, pourquoi pas moi? Non, on va juste stipuler dans la convention de transaction, tant par la personne qu'une de laine. La deuxième clause qui vient protéger votre savoir-faire, ça va être la clause de non-concurrence. Et donc, dans la convention de transaction, on va indiquer si la clause de non-concurrence qui est prévue dans le contrat de travail va venir s'appliquer ou non. S'il n'y avait pas de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, il est toujours possible d'en inclure une nouvelle dans la convention de transaction, bien que dans la pratique, le travailleur va souvent refuser qu'une telle clause en un coup apparaissent dans sa convention de transaction s'il n'y en a pas dans son contrat de travail, sauf si vous prévoyez une indemnité en plus pour qu'il l'accepte. Et donc, bonne nouvelle si vous y arrivez, c'est que les conditions strictes de validité d'une clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, eh bien, elles ne
rentre pas en ligne de compte si vous en concluez une dans la convention de transaction. Cependant, vous devez rester proportionnel, dans le sens où vous n'allez pas inclure une clause de non-concurrence par laquelle vous dites tu ne peux pas pendant 20 ans nous faire de la concurrence. Donc, ça, voilà, il faut rester proportionnel à tout moment. La troisième clause, c'est la clause de non-sollicitation. Là encore, la convention de transaction confirme que toute clause de non-sollicitation figurant dans le contrat de travail produit ses effets après la fin du contrat de travail. Optionnellement, s'il n'y avait pas de clause de non-sollicitation dans le contrat de travail, vous pouvez toujours en ajouter une dans la convention de transaction. Mais pourquoi est-ce que je répète ici à chaque fois que la clause de confidentialité, de non-concurrence ou de non-sollicitation doivent toujours reprendre les dispositions légales et les clauses déjà incluses dans le contrat de travail? Eh bien, tout simplement parce que votre convention de transaction, qu'est-ce qu'elle va inclure? Elle va inclure une clause de renonciation. Je m'explique via un exemple. Il s'agissait d'un employeur et d'un employé qui conclut un accord de rupture, de commun accord en l'occurrence, et qui comprend une clause de renonciation. Quelque temps plus tard, l'employeur a intenté une action contre le travailleur parce qu'il avait découvert que ce dernier avait enfreint son obligation de confidentialité et l'interdiction de concurrence déloyale. L'employeur réclame des dommages et intérêts, mais le tribunal lui donne tort, car il avait renoncé à toute action en justice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ça vous arrive? Eh bien, on va disposer dans la convention de transaction que la clause de renonciation est subordonnée au respect des obligations contenues dans cette même convention de transaction. Et donc, c'est pour ça que on fait référence, et une référence répétée, à l'obligation de confidentialité et à l'interdiction de concurrence déloyale dans cet exemple. Toujours dans le but de protéger le savoir-faire de l'employeur et d'encadrer les obligations du travailleur, il est judicieux d'inclure une clause d'indemnisation forfaitaire qu'on appelle aussi clause pénale. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter, en cas de non-respect de la clause ou de l'article, l'employeur aura droit à une indemnité forfaitaire de 50 000 € par infraction. Et l'avantage d'une clause de dommages et intérêts, c'est qu'en cas de violation, vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez pas à prouver votre dommage réel, ce qui, dans la pratique, est toujours difficile. Attention tout de même, il convient de rester vigilant quant au montant que vous indiquez. Donc, il ne faut pas en abuser. On ne va pas écrire que vous aurez droit à une indemnité forfaitaire de 40 millions d'euros, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, le juge peut juger qu'il s'agit d'un montant excessif et à ce niveau-là, il a un pouvoir de modération. Donc, il est important de pouvoir calibrer l'indemnité de manière proportionnée pour éviter toute remise en cause ultérieure. Donc, ici, on vient de parler des obligations de l'employeur et du travailleur. On va mettre ça de côté et on va faire un focus sur deux petites choses. L'utilisation continue de la voiture de société et le numéro de téléphone. Première chose, l'utilisation de la voiture continue de la voiture de société. De plus en plus, et dans la pratique, nous, en tant qu'avocats, on voit que les employeurs laissent la possibilité à leurs travailleurs d'utiliser et de continuer à utiliser leur voiture de société pendant un certain temps, soit directement après le licenciement, soit, enfin voilà, pour une ou une autre raison. Eh bien, sachez qu'il est super important de rédiger une convention séparée à la convention de transaction pour laquelle vous êtes peut-être toujours en négociation. Pourquoi? Eh bien, parce que cette convention par rapport à l'utilisation de la voiture de société, elle va régler beaucoup de questions. Par exemple, les questions sur les dommages éventuels, sur les amendes. Vous allez rédiger, vous allez inclure dans cette convention séparée que la carte politique de la société continue à s'appliquer, même après la fin du contrat de travail. Et que donc, tant qu'il n'y a pas cette convention qui est signée par le travailleur, vous ne lui laissez pas l'utilisation de la voiture de société. Ça, c'est super important. Alors, si un dommage, s'il arrive qu'il y ait des dommages, qu'est-ce qu'on va faire? On va inclure qu'ils seront déduits du pécule de vacances de départ. Mais souvent, on voit aussi que l'utilisation continue, elle dure pendant quelques semaines, voire quelques mois, et donc le pécule de départ, il est déjà payé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va mettre dans la convention de transaction qu'il est convenu que le travailleur paiera les dommages éventuels, parce que
pas obligé qu'il en arrive, que les dommages éventuels seront payés par le travailleur à l'employeur à sa première demande. Et donc ça, c'est super important. Donc retenez bien, si je laisse l'opportunité d'utiliser la voiture de société, je rédige une convention à côté. Juste pour ça, évidemment. Un deuxième point, et vous l'aurez sûrement entendu dans notre webinaire de décembre 2023, c'est que depuis le 1er janvier 2024, un travailleur a le droit de conserver son numéro de téléphone après la fin du contrat de travail. Pour ça, deux conditions. La première, c'est que le numéro devait lui appartenir avant la relation de travail. Et deuxième condition, il doit en faire la demande express. Donc si ces deux conditions sont remplies, il pourra garder son numéro de téléphone et vous devrez collaborer à cet effet. Donc, vous allez inclure dans la convention de transaction que dans le cas où le travailleur, après la fin du contrat de travail, reçoit un appel d'un client, eh bien, il s'engage à transmettre immédiatement l'appel à l'employeur ou l'en informer directement également. Et donc, comme ça, vous allez protéger vos relations commerciales tout en respectant les droits du travailleur, finalement. Mettons de côté maintenant les deux petites clauses dont on vient de parler et parlons d'une modalité de résiliation qu'on voit également bien souvent dans la pratique, qui est la libération des prestations pendant le délai de préavis, qu'on appelle plus communément le garden leave. Ça vous parlera peut-être un peu plus. Eh bien, c'est seulement dans le cas où vous, en tant qu'employeur, vous licenciez le travailleur avec, moyennant un préavis à prester de base, mais finalement, vous lui dites, écoute, tu vas pouvoir rester chez toi et ne pas travailler et continuer à être payé. Alors, cette méthode et cette modalité de résiliation, elle a des avantages tant pour le travailleur que pour l'employeur. Du côté du travailleur, il ne sera plus obligé de prester le préavis, comme s'il était en vacances, quoi. Donc, souvent, ça va les arranger. En plus de ça, il peut continuer à bénéficier de certains avantages, comme l'assurance groupe ou l'assurance hospitalisation. Et troisième avantage, il a tout le temps qu'il veut pour chercher un nouveau job. Donc pour lui, c'est jackpot, quoi. Mais pour vous, en tant qu'employeur, c'est aussi une option à considérer. Pourquoi? Eh bien parce que les coûts du licenciement, ils vont pouvoir être étalés dans le temps, alors que pour un licenciement avec effet immédiat, vous allez devoir payer tout d'un coup. Deuxième avantage pour vous en tant qu'employeur, c'est que les coûts salariaux peuvent être réduits puisque les chèques repas et les indemnités de frais ne sont pas payés s'il n'y a pas de prestations effectuées par le travailleur. Donc, c'est déjà pas mal. Et troisième avantage, c'est que le travailleur peut rester temporairement disponible pour toute question pendant le handover, donc pendant le transfert de la fonction. Et ça, vous pouvez le prévoir. Comment? Eh bien, dans la convention de transaction, vous allez prévoir et vous mettre d'accord avec le travailleur sur les questions liées à la disponibilité de celui-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez dire, voilà, tu vas rester disponible tous les jours de la semaine pendant toute la durée du délai de préavis légal, entre 10h et midi, pour pouvoir répondre à mes questions et pour pouvoir faire en sorte que le transfert de fonction se fasse de la meilleure manière possible avec la personne qui reprendra sa fonction. De la même manière, vous allez déterminer les éléments salariaux qui seront conservés, l'assurance hospitalisation ou l'assurance groupe, comme je viens d'en parler, et ceux qui seront supprimés, les chèques repas et les indemnités de frais. Tout ça pour que tout soit bien écrit sur papier et qu'un accord soit rédigé par rapport à cela. Outre ces deux choses, vous avez l'obligation d'informer le travailleur sur son obligation à lui de s'inscrire à un bureau de chômage pendant la durée du préavis. Donc ça, c'est hyper important de ne pas l'oublier. En plus de ça, on recommande vivement de dire aux travailleurs de prendre les jours de congé légaux, extra-légaux, de récupération et jours RTT qu'ils n'auraient pas encore pris. Pourquoi? Eh bien, de sorte à ce que ces jours ne doivent plus être payés. Donc, ça, c'est aussi un petit tips assez intéressant à retenir. Enfin, dernier point important concernant cette modalité de résiliation, ce n'est pas parce que le travailleur est en garden leave que le délai de préavis ne peut pas être suspendu. Le délai de préavis peut toujours être suspendu pour les motifs légaux de suspension qui sont la maladie, les vacances, etc., que vous connaissez très bien. Maintenant, on parle de la clause de renonciation qui est hyper importante. Une clause de renonciation, elle doit être expressément incluse et elle n'est pas présumée. Donc il est important qu'une partie sache à quel droit et à quelle prétention juridique elle va renoncer.
Il n'est pas nécessaire non plus d'énumérer tous les droits et toutes les prétentions juridiques. Seulement, il est possible de parler en termes généraux. Par exemple, toutes les prétentions juridiques relatives à la résiliation du contrat de travail. Il n'est pas non plus nécessaire que la renonciation soit réciproque, comme le disait Pauline. Il est possible que seul le travailleur renonce à ses droits. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va vous encourager à faire. Pourquoi? Parce qu'en cas de renonciation réciproque, ça pourrait vous retomber dessus, sur vous, en tant qu'employeur. Imaginez que vous renoncez à toute action en justice, le travailleur, même chose, très bien. Et puis, quelques temps plus tard, vous vous rendez compte que le travailleur, il a fait des dégâts pas possibles à la voiture de société. Ah ben là, vous êtes vu, vous savez rien faire. Et c'est ça qu'on va essayer d'éviter. Et donc, en d'autres termes, il est super important d'apporter le soin nécessaire à la rédaction d'une clause de renonciation. Et l'arrêt suivant de la Cour du travail de Bruxelles du 21 juin 2012 illustre mes propos et explique la raison pour laquelle il est si important de rédiger soigneusement une clause de renonciation. Donc, dans cette affaire, on a une convention de transaction qui est signée entre les parties, et quelques temps plus tard, le travailleur réclame à son employeur des dommages et intérêts pour non-concurrence, parce que l'employeur n'avait pas expressément renoncé à la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail. L'employeur se réfère à ces clauses, il dit: mon coco, t'es bien gentil, mais ici, tu as renoncé à toute clause, à toute réclamation. Eh bien, la Cour du travail, elle va donner tort à l'employeur. Pourquoi? Parce qu'elle va dire qu'une indemnité de non-concurrence, ben, ça n'a rien à voir avec une réclamation au titre du licenciement. Elle fait vraiment la distinction entre les deux. Et donc, cette situation, elle aurait pu être évitée, et l'employeur aurait pu avoir raison. Comment? Si la clause de renonciation avait été rédigée de manière plus stricte et plus précise, euh, sans limiter la réclamation au titre de licenciement. Donc, une meilleure alternative, c'est quoi? C'est de dire qu'on aurait renoncé à tous les droits et les réclamations liées à la relation de travail et ou à sa cessation. Et on passe maintenant aux dernières clauses des conventions de transaction, qui sont les midnight clauses, les clauses de dernière minute qui sont souvent insérées en fin, à la fin de la convention de transaction, et pour lesquelles vous vous dites sûrement: ah, ça c'est encore un truc d'avocat, ils veulent faire les malins, ils écrivent des trucs un peu compliqués, ne sont pas très intéressants. Eh ben, détrompez-vous, elles sont super utiles et elles peuvent s'avérer très, très, très importantes. Mettons-nous dans un scénario par lequel un travailleur et un employeur conviennent d'une clause de non-concurrence dans la convention de transaction. La convention est signée, tout est très bien, et puis en fait le travailleur, il prétend que la clause est complètement disproportionnée parce qu'elle est géographiquement trop étendue. Il vient et il vous dit quoi? Il vous dit que donc la clause de non-concurrence est invalide, et en plus de ça, il soutient que, vu que cette clause est invalide, l'ensemble de la convention est invalide. Pour éviter une situation comme ça, on va insérer une clause de dissociabilité et de divisibilité dans la convention de transaction. Et cette clause, elle fait quoi? Eh bien, elle va venir garantir euh, que la clause particulière est en fait juridiquement invalide, mais que ça ne signifie pas que l'ensemble de la convention est invalide, mais en plus de ça, elle garantit également qu'une clause invalide est automatiquement réduite, dans la mesure du possible, à ce qui est juridiquement valide donc, et juridiquement possible. Donc dans le cas présent, eh bien, la clause de non-concurrence, la zone géographique va être réduite à ce qui est acceptable et proportionné, et en même temps, ben, votre convention de transaction, elle va rester complètement valide. Donc ça, c'est une première clause qui peut vous avérer utile. Une deuxième, c'est la clause d'exécution forcée. Supposons maintenant qu'un travailleur, un employeur conviennent d'un délai de paiement de 15 jours, entre parenthèses, un peu court parce que nous on met 30, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes. Et l'employeur, ici, n'effectue pas le paiement dans le délai qui lui est imparti pour une raison quelconque. Par exemple, il y a un problème de comptabilité avec son service comptabilité. Bon, les faits sont là, il est hors délai. Eh bien, vous avez un travailleur qui va dire: ben, puisque toi, cher employeur, tu ne respectes pas tes obligations découlant de la convention de transaction, ben, pourquoi est-ce que moi, je devrais le faire?
Et donc, de facto, la convention de transaction, elle est résiliée. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prévoir que la dissolution de la convention de transaction ne peut pas être demandée. Et que dans le cas où l'une des parties ne respecte pas ses obligations, seule l'exécution forcée de la convention de transaction peut être demandée. Dans le cas présent, le travailleur devra aller devant le juge et lui dire, cher juge, j'ai une convention de transaction qui a été signée avec l'employeur, merci de la faire respecter et la convention de transaction continuera à s'appliquer et l'employeur sera obligé d'effectuer les paiements. Enfin, une dernière midnight clause concerne les conventions et accords antérieurs. Un dernier scénario, c'est celui du travailleur et l'employeur qui conclut toujours une convention de transaction qui prévoit certains paiements. On va dire ici une indemnité de préavis égale à 65 000 euros. Tout d'un coup, et quelques temps après, le travailleur retombe sur un email qui date des négociations, donc la période où vous négociez avec le travailleur sur justement cette indemnité de préavis, et dit, mais attendez, ici, vous aviez convenu et vous aviez dit, OK, pour une indemnité de préavis de 80 000 euros, ben merci de me verser les 15 000 qui me restent. Et là, vous direz, mon grand, on a une clause de convention et l'accord intérieur qui vient dire quoi? Qui vient dire que la transaction est le seul accord et le seul document qui régit les accords et les discussions entre les parties. Et que toutes les autres conversations, email, promesses écrites, promesses orales, documents, ne seront pas pris en considération. Et donc ça, c'est super important. Et que donc c'est seulement ce qui est inclus dans la convention de transaction qui fait foi et que vous devez respecter. Cela conclut donc cette partie concernant les clauses utiles dans la convention de transaction et je vais passer directement aux aspects pratiques à la conclusion d'une convention de transaction. C'est-à-dire les petits tips and tricks utiles à connaître lorsque vous retrouvez ou vous retrouverez à l'avenir dans une telle situation. On abordera 3 thèmes: l'échange du projet de convention avec le travailleur, la remise de la convention et enfin la signature de la convention. Dans la pratique, on constate souvent qu'une transaction est proposée à un travailleur comme alternative à un licenciement pour motif grave, pour plusieurs raisons. Soit parce que l'employeur n'est pas certain du motif grave et que ça passera si on doit aller devant le juge, ou alors parce que l'employeur veut épargner au travailleur une partie des coûts et lui offrir une solution alternative. Très bien, c'est très bien de votre part. Cependant, le délai légal de 3 jours, de 3 jours ouvrables, pardon, lui, il continue à courir. Donc, imaginez-vous que vous vous rendez compte des faits au jour 1 et qu'au jour 2, 2 et demi, vous vous rendez compte que voilà, vous avez voulu négocier et que en fait, le travailleur, vous ne parviendrez pas avec un accord avec lui. Il ne faut pas oublier que ce délai de 3 jours, il continue à couler et qu'il n'y a pas de suspension de ce délai. Et donc, c'est super important de tenir ça à l'œil parce que si vous voulez revenir au plan A qui est de licencier pour motif grave, mais que vous êtes hors délai, vous êtes hors délai. Et donc, voilà, on voit ça souvent que là, les négociations, ça prend du temps et 3 jours, ça passe extrêmement vite. Donc, retenez toujours bien ça dans votre esprit. Un deuxième point est que la renégociation a la clause de non-concurrence. On voit souvent aussi que le licenciement se fait et puis on rentre dans des discussions et en fait 15 jours ça passe vite. Donc pour éviter qu'on dépasse ce délai de 15 jours et que le travailleur vous demande des dommages, des dommages pour une indemnité de non-concurrence, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement dans la lettre de licenciement qui est remise le jour du licenciement, bien sûr, on va directement indiquer si vous, en tant qu'employeur, vous renoncez ou pas à la clause de non-concurrence qui est convenue dans le contrat de travail. Super important également. Les demandes de motifs de licenciement et d'accès aux données à caractère personnel constituent le deuxième aspect susceptible d'avoir un impact sur le calendrier, en fait. Donc, comme vous le savez probablement, les travailleurs ont droit, dans les 2 mois qui suivent le licenciement, à vous demander à ce que vous motiviez le licenciement. Voilà. Et depuis peu, le GDPR donne également la possibilité aux travailleurs de demander l'accès à son dossier personnel et aux données à caractère personnel dans les 30 jours
qui suivent le licenciement. Et donc, il peut arriver que les travailleurs soumettent d'abord ces demandes et attendent effectivement la réponse de leur employeur avant d'être réellement prêts à s'asseoir autour de la table et de commencer à négocier et, in fine, de conclure un accord. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils veulent voir, ils veulent évaluer leur propre position au sein des négociations. Et donc, sur la base des réponses que vous leur donnerez au niveau de leurs demandes, de leur donc, dossier personnel et des motifs qui sont liés à leur licenciement, eh bien, ils vont savoir estimer en partie la solidité du dossier de licenciement, la solidité de la position de négociation de l'employeur et la leur. Et donc, voilà, c'est toutes les choses auxquelles il faut penser. Et voilà, c'est un peu un jeu de position et de force, mais que voilà, dont les travailleurs ont le droit de disposer. Je passe maintenant donc à la remise de la convention de transaction de travailleurs. Et dans la pratique, on nous demande souvent, et on nous vient souvent avec la situation selon laquelle voilà, un employeur remet au travailleur un projet enfin propose un projet de convention de transaction et lui dit, bon voilà, je te laisse un peu de temps pour y réfléchir. On va dire une semaine, dans la pratique, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ben, c'est tout à fait normal. Je veux dire, le travailleur, il est peut-être un peu choqué de son licenciement et il se dit, bon, je préfère en parler avec ma femme, avec mon mari, avec mon avocat, mon voisin, mon père, que sais-je. Et donc, on nous pose la question, est-ce que je peux remettre ce document au travailleur? Ben, la réponse est oui, mais soyez super vigilants. On va vous donner deux options. La première, c'est de remettre le projet en main propre avec un en-tête, avec un KVA, qui dit quoi? Qui dit que le document, il s'agit d'un projet qui est seulement destiné à des fins de négociation et que si le projet n'est pas signé comme il est stipulé là sur le document avant une certaine date, eh bien, il deviendra caduc. Une deuxième option, c'est tout simplement de donner un document blanco, donc qui ne contient ni nom ni montant. Alors, on peut toujours envoyer aussi la convention par email, c'est tout à fait possible, mais on respecte aussi une des deux options, donc soit avec un en-tête et un KVA, soit avec une convention blanco. Et donc, last but not least, la signature. L'ordre de signature est super important. On va toujours faire signer le travailleur en premier et puis l'employeur. À côté de la signature, on va écrire de manière manuscrite pour accord et non pour réception. Pourquoi? Eh bien, pour confirmer clairement l'engagement des parties. Un point super important, et malheureusement ça arrive souvent dans la pratique, c'est que les gens ne regardent pas les statuts et qui est compétent pour signer la convention de transaction. Et donc, imaginez que vous avez un directeur des ressources humaines qui outrepasse ses compétences et qui finalement signe une convention de transaction alors qu'il n'est pas habilité pour le faire, et que donc le CEO qui lui est habilité pour le faire ne marque pas son accord, eh ben, il se pourrait que la convention de transaction, eh ben, elle vous lie quand même en tant qu'employeur. Donc vérifiez vos statuts et vérifiez vos statuts 3 fois. La signature électronique. On nous demande de plus en plus, est-ce que c'est possible via un logiciel comme DocuSign? Alors oui, c'est possible. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Ben, on voit qu'il arrive souvent que pour gagner du temps, pour déjà commencer le processus de paiement, les deux parties impriment la convention chez elles le signent, elles en font un scan et elles l'envoient par email. Alors ok, vous pouvez le faire comme ça, mais à côté de ça, on convient toujours de faire une copie originale, signée à la main, que vous envoyez par poste, chacune des parties. Et donc, par la suite, les copies originales s'échangent et chacune des parties a une copie originale entre les mains et tout est en ordre. Enfin, un dernier petit point que j'aimerais soulever, c'est que si la personne qui est habilitée à signer la convention de transaction n'est pas disponible pour une raison ou une autre, vacances, voilà, vous pouvez toujours faire une procuration. Même à nous, en tant qu'avocat Altus, vous pouvez nous donner une procuration pour que nous, on signe la convention de transaction à votre place. Donc, si vous êtes dans l'impossibilité de la signer, n'oubliez pas de penser à nous ou à quelqu'un d'autre
Et ça, c'est toujours possible. Et voilà qui clôture cette partie concernant les aspects pratico-pratiques liés à la conclusion d'une convention de transaction. Et je repasse désormais la parole à Pauline qui va poursuivre et terminer la présentation. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Thomas. Donc moi je vais clôturer donc cet exposé par un chapitre sur les effets de la convention de transaction. Alors on sait évidemment qu'une convention de transaction est évidemment opposable aux parties signataires, l'employeur et le travailleur dans leurs différends, mais également au juge qui serait amené à trancher le différend que les parties lui soumettraient. Mais qu'en est-il des tiers? Est-ce que ces tiers sont liés aux dispositions convenues entre l'employeur et le travailleur? On pense notamment à l'ONSS qui souhaiterait éventuellement appliquer des cotisations de sécurité sociale sur une indemnité due mais non payée. Ou, dans le même ordre d'idée, est-ce que l'ONEM est tenu par la qualification donnée à la rupture par le parti ou le délai de préavis convenu par les parties? Pour l'ONSS, on rappellera que les cotisations de sécurité sociale sont dues dès qu'un avantage est acquis et donc exigible, peu importe si le paiement intervient des mois après ou n'intervient jamais. Prenons le scénario d'un travailleur qui renoncerait au cours de la relation de travail en 2025 à sa prime de fin d'année due pour 2024 et acterait une renonciation dans une transaction. Est-ce que l'ONSS peut réclamer des cotisations sur la partie non payée de la prime de fin d'année? Alors, selon la Cour de cassation, la réponse est oui, car ces sommes étaient incontestablement dues au travailleur, même si le travailleur y a renoncé. Par conséquent, l'ONSS peut envoyer sa facture à l'employeur. Prenons par contre un autre exemple. On a un employé qui est licencié pour motif grave et qui va contester son licenciement devant le tribunal et obtenir gain de cause. L'employeur est condamné à lui verser une indemnité de rupture de 33 semaines de rémunération. L'employeur souhaite se faire appel, mais entre-temps, les parties finissent par transiger sur une indemnité de rupture de 18 semaines de rémunération, en échange de la renonciation de l'employeur à faire appel. Est-ce que l'ONSS peut-il poursuivre l'employeur pour payer les cotisations ONSS sur la partie non payée de l'indemnité de licenciement? Cette fois-ci, la Cour de cassation va nous répondre que non. L'ONSS est tenu de respecter les effets de la transaction. Alors, est-ce qu'on peut déduire que la position de la Cour de cassation a changé? En réalité, non. La réponse est nuancée. Pour rappel, dans notre premier cas, le droit à l'indemnité de rupture du travailleur était contestable, puisqu'il avait été licencié pour motif grave et donc n'avait droit à aucune indemnité de rupture, et que l'employeur disposait encore d'un degré de juridiction et pouvait encore faire appel. C'est sur cette base que la Cour a considéré qu'effectivement, l'ONSS, dans ce contexte-là, était tenue de respecter les effets de la transaction conclue entre parties. En revanche, dans notre premier cas, on parlait d'un droit incontestable, en l'occurrence une prime de fin d'année qui était incontestablement due au travailleur. Dans ce contexte-là, la transaction n'était pas opposable à l'ONSS puisqu'elle aurait pu déjà exiger, avant la transaction, des cotisations de sécurité sociale sur ces montants. Ça rejoint donc le début de notre exposé sur l'exigence d'un litige et de vraies concessions réciproques entre les parties. Alors, dans le même ordre d'idée, est-ce que le NEM est tenu de respecter les effets d'une convention de transaction conclue entre parties? Alors, prenons un scénario de nouveau assez fréquent qui est d'un employeur et d'un travailleur qui transigent sur une indemnité de préavis inférieure au légal. Alors, soit parce qu'il y a un motif grave en jeu, soit parce que voilà, c'est l'employé qui a demandé, qui a fait un peu des pieds et des mains pour se faire licencier. Alors, on constate qu'en pratique, le NEM s'en fiche finalement un petit peu de ce que les parties ont convenu dans leur transaction et ne va octroyer d'allocations de chômage uniquement qu'après la période couverte par le délai de préavis ou l'indemnité compensatoire de préavis légale. Donc, si par exemple j'ai droit à 6 mois de préavis et que j'accepte de renoncer à 3 mois, l'ONEM s'en fiche un petit peu et va m'octroyer des allocations de chômage qu'après une période de 6 mois et voire même encore après. En revanche, et de manière un petit peu contradictoire, elle va néanmoins tenir compte des effets d'une transaction lorsque les parties conviennent au contraire d'une indemnité supérieure au légalement dû.
Donc, si je suis, par exemple, j'ai droit à un exemple où j'ai droit à 6 mois de préavis, mais que mon employeur m'en octroie 9 en échange de ma renonciation à réclamer la motivation de mon licenciement, le NEM ne va m'octroyer d'allocation de chômage qu'après cette période de 9 mois et va tenir compte de l'indemnité conventionnelle qui m'a été payée en plus. On peut parfois tenter de contourner la pratique en ne liant pas l'indemnité extralégale à une période spécifique, mais en la qualifiant simplement d'indemnité de départ et en prenant une formulation neutre. Par exemple, dans ma convention, je spécifierais que j'ai droit à une indemnité compensatoire de préavis légal de 6 mois et une prime de départ de 2 000 €. Voilà. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, petit rappel pratique, donc comment remplir correctement le formulaire C4 lorsqu'on paye une indemnité de préavis extralégale ou au contraire une indemnité inférieure. Alors, on a ici un modèle de C4. Alors, sous le point 1, vous allez devoir remplir la période qui a effectivement été rémunérée. Donc, dans notre exemple, on a une période de préavis plus une indemnité complémentaire de 1 mois. Sous les points A et B, on va par contre remplir l'indemnité, enfin le délai de préavis légal. Donc, les trois, ici dans notre exemple, c'est 3 mois et 33 semaines. Et on va néanmoins indiquer dans les remarques que l'indemnité de préavis légal est donc bien de 3 mois et 33 semaines, mais qu'on a accordé 1 mois supplémentaire. Un autre point qui surgit également fréquemment concerne l'opposabilité de la transaction aux sociétés du groupe lorsqu'elles ne sont pas signataires de la transaction, mais que la transaction contient des renonciations les concernant. Alors, en fait, effectivement, on a parfois ce qu'on appelle les equity-based incentives qui sont octroyés par la société mère, par exemple établie aux États-Unis, qui vont directement les octroyer aux travailleurs des filiales. Alors évidemment, au moment où le contrat est rompu, donc on conclut une convention de transaction, on n'a bien entendu pas envie que le travailleur puisse par après saisir et introduire une action contre la société mère pour réclamer par exemple tout ce qui est equity-based incentive. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire? On va inclure généralement dans la renonciation l'employeur, mais également toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, donc généralement, ce qui comprend généralement la maison mère. Alors est-ce qu'une clause de renonciation qui a été formulée à l'égard de la société mère est-elle valable dans la mesure où elle n'est pas partie signataire à la convention? La réponse est oui, en principe, car une renonciation, même unilatérale, ne doit pas être acceptée par son destinataire. Donc, on l'a déjà dit durant l'exposé, la renonciation ne doit pas être synalagmatique et réciproque. Elle peut être unilatérale dans le chef du travailleur. Et donc, son destinataire ne doit pas forcément l'accepter. On finira cet exposé par la fameuse question de l'homologation d'une transaction par un juge en vue, par exemple, souvent d'obtenir l'exonération de certaines indemnités. Alors, on sait que quand la CCT 109 était rentrée en vigueur, elle prévoyait dans ses dispositions que l'indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n'était pas soumise aux cotisations de sécurité sociale s'il était soit homologué par un tribunal, soit octroyé par un jugement. Alors, beaucoup de praticiens y ont vu à l'époque une potentielle opportunité d'optimisation parafiscale. Or, il n'en est rien. En réalité, ce n'est pas si facile que ça. Un juge ne va pas simplement mettre son cachet sur une convention en vue que les parties bénéficient d'une exonération. Il faut immanquablement déposer une requête et faire approuver la convention de transaction par le tribunal pendant la procédure, ce qui va au moins nécessiter au moins un échange de conclusions, ce qui fait finalement perdre le bénéfice de la possible exonération qui pourrait être octroyée par la suite. On peut à nouveau s'empêcher de faire le lien avec ce principe du litige en tant qu'objet même de notre convention de transaction. Alors, c'en est fini pour cet exposé. Donc, s'il y a encore des questions, c'est le moment de les poser avant de clôturer la session. On va rester encore quelques minutes pour répondre aux éventuelles questions qui resteraient. Mais on vous remercie déjà énormément pour votre participation et sommes à votre disposition pour toute question. Et on vous souhaite de toute façon une très belle après-midi et de joyeuses fêtes de fin d'année.